le regard calé par les amphétamines et la bouche insensibilisée par le bourbon, j'ai vu dans le port de Beyrouth plusieurs cargos, ventre en l'air, dans une posture de vieux poissons obscènes. Dans leur cale, désormais inaccessible, des milliers de cigares pourrissés. J'ai vu des crucifix soudés sur le blindage des tanks. J'ai vu une femme sans visage. Sous l'effet du phosphore, ses traits avaient fondu en un magma informe. Les deux hommes qui l'emmenaient vers l'hôpital la portaient comme on porte un gibier. Dans le hall d'entrée, je les vis hésiter. Les urgences ou la morgue? Le cadavre d'un chien pourri sur le tarmac, un essaim de mouches vertes survole l'animal. Mon regard s'accroche à la langue de la charogne, noir organe qui ouvre sur une bouche d'ombre. Avenue Yafi, des palmiers découronnés exhibent leurs troncs nus. Leurs palmes avachies jonchent une terre rouge. Comme pour mieux taire la mort de son ennemi, un combattant plonge la lame de son poignard dans la bouche de sa victime et d'un mouvement tournant, sectionne la langue qu'il brandit avec superbe devant l'objectif d'un photographe. Focale 35, ouverture 2.8. Je n'ai pas assisté à ce supplice, il m'a été rapporté. Mais depuis 30 ans, ces images me hantent. Entouré de miliciens galvanisés par les combats, un homme est attaché par les poignets et les chevilles au pare-choc arrière de 2 Mercedes. Au signal convenu, les voitures démarrent dans des directions opposées. J'écris ces souvenirs comme ils me viennent, sans ordre ni logique. Certains me sont étrangement doux, d'autres me réveillent la nuit dans d'horribles cauchemars. Je me souviens des piles de cartons Marlboro entassés à chaque coin de rue. Je me souviens du goût du café à la cardamome. Je le prenais moyen. Je me souviens de la bière Almazza, servie dans des verres givrés. Je me souviens du croustillant des galettes de Manouché, parfumées aux attars. Je
me souviens des visages de Iman, de Fadi, de Abbas, de Ralil, d'Elias, de Mona, de Hayam, de Samir, d'Antoine, de Camille, de Faiza, de Zainab, de Rim, de Youssef, d'Antranik, de Nawal et de celui magnifique de Perla. Un matin de septembre, le corps d'un célèbre journaliste libanais a été retrouvé dans la banlieue sud de Beyrouth. Son cadavre mutilé gisait sur un tas d'ordures, la peau de sa main droite totalement écorchée, un stylo enfoncé dans l'anus. Lu dans le journal An-Nahar, la bombe libanaise Miss Liban, mademoiselle May Mansour Chawan, participera bientôt à la plus grande bataille de beauté du monde devant 1,8 milliard de téléspectateurs. Un cadavre repose sur un lit de cendres. Le jet incandescent d'un lance-flamme a fait se recroqueviller son corps en position fœtale. De larges crevasses dans l'épiderme calciné montrent par endroits une chair rosâtre. La dépouille d'un porc avant le dépeçage. Au pied de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs, 5 hommes armés de kalachnikov, le visage dissimulé sous un masque de cuir, bondissent de 2 limousines noires, prennent position en étoile et tirent. Dans le sanctuaire proche, une flamme rouge tremble, vacille, puis s'éteint. Je me souviens de Moussa. Il est mort en jouant à la roulette russe. Une balle dans la bouche. Il n'avait pas 15 ans. Tout au long du parcours menant au cimetière, les adolescents aux yeux secs qui formaient le cortège tiraient des coups de feu en direction du soleil. L'un d'eux hurlait « Je te tue, éteins-toi !» Dans la vitrine d'une boutique douteuse de Bachoura, j'ai lu, exposé sous une machette capable de fendre la nuque d'un bœuf, la notice d'utilisation suivante. Special trip to Israël. Près de la grotte aux pigeons, les victimes de la guerre des hôtels flottent sur les vagues de la mer Méditerranée. Cadavres dociles repoussés vers la berge, abandonnés au remous, soumis aux caprices du vent. Portés par les courants marins vers les plages de Jounier, des lambeaux de chair décomposés s'enroulent parfois comme des algues aux chevilles des baigneuses. Beyrouth est une vieillarde édentée. Beyrouth est une vieille pute obscène. Beyrouth me répugne.
Rue Nourdine Ben Rader, un homme dort, allongé à même le trottoir. Sa tête en appui sur la protège de sa jambe gauche. Un épais morceau de chambre à air noir enveloppe son moignon. Rue Fakhreddin. La façade arrachée d'un immeuble de 4 étages a été remplacée par une immense bâche de couleur kaki. Les jours où souffle le ramsine, la toile caoutchoutée claque au vent comme une voile, se soulève par endroits et laisse entrevoir les corps des putains qui, pour une trentaine de livres libanaises, ouvrent leur sexe maquillé. L'immeuble bourgeois de la rue Fakhreddin est devenu depuis 3 mois le bordel attitré des soldats syriens. فيقتني يا حلم ما فيقك شي، فيقتني من بعد نوم أهلي، فيقتني من حضن مريوشة العين. الله يعيدك حلم وكذب علي. جنة الفردوس فيقتني وراح والأغاني بالأمل كانت ناحتنا.
ودني يحلم لحضيني البنين، كان لي أرض وسما، ردن علي، ردن علي. J'ai fini par m'habituer à la solitude, à la moiteur des jours, à l'odeur du crésil, au goût du café turc. J'ai fini par m'habituer au tir des canons, des mortiers, puis à ceux terrifiants des orgues de Staline. Mais je ne peux m'habituer aux cris lancés vers Dieu par les combattants du Hezbollah. Leur stridence, à chaque fois, m'effraie. J'aime les palmiers, leur ombre étroite. Des camions hérissés d'armes foncent, klaxonnent bloqués vers les points d'accrochage. Les pneus crissent. Entassés sur les plateformes arrière, des hommes exultent et lancent des cris rock. Derrière eux, le silence se fait. Le silence me manque. Même mes rêves résonnent du bruit des armes. Une femme obèse, en tailleur bleu pastel, les poussettes aux plumeaux, les lustres à pampilles exposés dans sa boutique de cristal, rue Alfred Nakache. Sa mitraillette posée sur le couvercle replié d'un piano à queue, un milicien, le visage dissimulé sous un masque de cuir noir, s'est mis au clavier. Il joue Blood and Guts de Mal Waldron. À ses côtés, l'un de ses compagnons d'armes mime sur son bazooka les gestes rythmés d'un contrebassiste. Un mur fait de sacs de sable coupe en deux la rue de Damas. À l'abri de cette barricade précaire, 3 jeunes kataeb, assis sur un somptueux sofa de velours rouge, se préparent un café. Leur fusil d'assaut M16 posé sur les cuisses, ils parlent de la couleur du temps. À Beyrouth, faire la guerre est devenu un art de vivre.
Mazraa, une rumeur raconte qu'un bédouin qui s'était vengé au bout de 40 ans avait aussitôt regretté son crime. J'ai agi trop vite, avait-il dit. Dans le recueil d'aphorismes de Lichtenberg, je lis ceci. Quand la guerre a duré 20 ans, elle peut parfaitement en durer 100. Car la guerre devient alors un statut. Les hommes ayant goûté à la paix disparaissent peu à peu. Pour la fête funèbre de Ashura, à Nabatiyeh, j'ai vu un groupe de pèlerins chiites se frapper le crâne à coups de sabre. Ils ruisselaient de sang, comme Hussein le Shahid dont ils célébraient la mort. L'un d'eux portait un t-shirt « I love New York ». Le mot « love » était recouvert d'une tache de sang. Je me souviens du visage d'une religieuse vêtue de blanc. Elle fixait du regard le drap immaculé posé sur l'avant d'un tank israélien. L'étoile de David, peinte en bleu sur les tissus, était surnommée des mots Rolling Stone. Sur le ring Fouad Chehab, qui relie les deux Beyrouth, le corps d'une femme pris sous le feu d'un sniper n'a pu être dégagé. La peau de son ventre résiste mal à la pression gazeuse de ses intestins, causée par la forte chaleur de ce premier mois d'été. La femme semble comme enceinte de sa propre décomposition. D'une taille à peine plus haute que son arme automatique, un garçonnet marche vers une barricade, le torse enveloppé d'une bande chargeur de mitrailleuses lourdes. Derrière lui, des adolescents et des adultes déguisés pour le jeu de la guerre l'accompagnent des yeux en souriant. Ils ont le sourire stupide de ces pères qui poussent leur très jeune fils à boire un premier verre d'alcool. Deux lignes de coke sur un verre de Rayban s'envolent dans les narines d'un jeune milicien. La poudre lui donne la force nécessaire pour affronter une nouvelle nuit blanche. Le Majnoun, comme son surnom le désigne, est fou. Les enfants fuient devant lui. Sa crasse et ses vêtements en lambeaux les effarent.
Seuls les plus téméraires lui crachent au visage. Toute la journée, le Majnoun marche dans la ville. Son innocence est son passeport. Elle lui vaut de franchir sans dommage tous les barrages. Je me suis attaché à cette silhouette de la folie dérivant dans les rues de Beyrouth. Puis un jour, je ne l'ai plus vue, ni le lendemain, ni jamais. Quelques semaines après le pilonnage de Beyrouth-Ouest par Tsahal, la rumeur urbaine prenait cours. Le Majnoun, notre Majnoun, était, certains en avaient les preuves, un agent du Mossad, un officier, un non-juif, aujourd'hui à l'abri dans un kibboutz. Ces jours-ci en ville, la mort fut profuse. Lundi, 23 morts. Mardi, 36 morts. Mercredi, 33 morts. Jeudi, 42 morts. Vendredi, 25 morts. Samedi, 27 morts. Dimanche, 43 morts. Beyrouth est une tombe. Une jeune femme enceinte est maintenue au sol par 4 hommes. Elle se débat, elle crie, puis peu à peu sa voix s'éteint. La baïonnette qui lui entaille le ventre est maniée avec précision. Les gestes de l'homme sont lents, malgré les cris d'impatience de ses compagnons d'armes. Arraché des entrailles, le fœtus est fixé d'un coup de lame sur la poitrine de la mère. Dans Beyrouth, la crainte de la mort ne me quitte jamais. Et c'est une peur qui m'emporte plus qu'elle ne me paralyse. Et il m'arrive parfois d'aller au-devant d'elle, de peur qu'elle ne me surprenne dans le dos. Traverser la rue dignement, atteindre sans courir le trottoir d'en face, marcher d'un pas égal malgré la présence probable d'un tireur qui vise votre nuque. Reçu ce soir un appel téléphonique de Naïla. Cet appel, qu'il y a 3 mois m'aurait fait battre le cœur, me laisse aujourd'hui dans la plus totale indifférence. Beyrouth est devenue ma maîtresse. Dans cette ville en guerre, tous les livres me tombent des mains.
عنان شجني من فرقتي وطني طوعا طوعا ويسعفني ويسعفني في النوح أعدائي كأنني غارق بانت أنامله تغوثا وهو في بحر من الماء. Danger, tireur isolé. L'avertissement est écrit en arabe sur une plaque de bois fixée sur un panneau de stationnement. Prévenu, la Rigaille Maïsée est ainsi vide de toute cible. Pénétrer dans cette zone, c'est inévitablement y flirter avec la mort. Souvent l'envie me prend de braver la mise en garde. Cette rue interdite m'est devenue plus que tout autre désirable. Tous les détenus de la prison des Sables se sont enfuis. Les cellules n'existent plus. Le bâtiment lui-même est partiellement rasé. Seule la massive porte de sortie est intacte. Je ne suis jamais vraiment reparti de Beyrouth. Parfois, je me réveille la nuit, au cœur du brasier, dans d'atroces combats. Et je dois alors marcher dans l'appartement afin de vérifier que je suis bien à Paris, rue Saint-Maur. J'écris pour quitter Beyrouth. J'écris pour que Beyrouth me quitte. Dans le camp de Tal el-Zatar, la rue principale est impraticable. Les corps qui la jonchent ont été foudroyés, saisis dans un mouvement de fuite ou de défense. Leurs dépouilles paraissent engoncées dans des vêtements trop étroits. Leur chair mauve se boursoufle sous l'effet de la poussée des entrailles. L'odeur est telle
que seule l'utilisation de masques à gaz permet aux équipes d'évacuation d'accéder jusqu'aux cadavres en décomposition. Et partout, des membres raidis par la mort désignent le vide du ciel. La salle du restaurant Alba Marquis est presque vide. Ma bouteille de Kefraya aussi. Je fais signe au maître d'hôtel de m'en apporter une troisième. Il exprime son refus d'un imperceptible mouvement vertical du menton et laisse tomber un « la » glacial. Vous n'êtes pas dans un bar ici. Sur sa phrase, la lumière s'éteint. L'obscurité est totale. La coupure d'électricité s'est produite ce soir beaucoup plus tôt que d'ordinaire. Des rues voisines nous parviennent alors le son familier des armes automatiques. Abbas exerce deux métiers, chauffeur de taxi et tueur à gages. Très vite, il a compris que la guerre pouvait être source de lucre, mais à la condition d'investir, ce qu'il a fait. Il a soudé le trépied d'un mortier de 105 sur son pick-up Toyota pour être en mesure de louer ses services. Ses clients se recrutent surtout parmi les commerçants pressés d'éliminer un concurrent gênant. La rétribution de l'acte est variable, le délai d'exécution aussi. Car pour être en mesure d'honorer ses contrats, Abbas est contraint d'attendre la reprise intensive des combats. Et chaque cessez-le-feu représente pour lui un fâcheux manque à gagner. Beyrouth, degré zéro de la loi. Plusieurs nuits de suite, j'ai vu jaillir de la tour Moore des faisceaux lumineux qu'il était possible de prendre à distance pour des rayons laser, tant précises était leur trajectoire. Ces lignes que les missiles destinés dans le noir m'ont paru d'une grande beauté. Je me souviens des enfants qui jouaient sur des pans de murs, des immeubles effondrés. Assis sur des planches ou des bidons de fioul, ils slalomaient dans un décor de poutres tordues, d'amas de parpaings noircis et de barres de métal rouillées que les bombardements avaient mis à nu. Je me souviens des fumeurs de narguilé, roulant sur leurs doigts de gros chapelets d'ambre. Fumer au narguilé, le hashish laisse dans la gorge une délicieuse impression de fraîcheur. Sous d'immenses portraits d'un ayatollah libanais, une trentaine de jeunes femmes, vêtues de tchadors noirs,
la chevelure recouverte d'un large foulard blanc, avancent au pas, une kalachnikov serrée sur la poitrine. Sous leurs seins, les chargeurs en croissant de lune m'évoquent irrésistiblement une armée de bites en érection. Moins de 2 jours après que les forces conservatrices eurent sablé le champagne pour fêter la chute du camp palestinien de la quarantaine, 986 morts, c'est au tour des forces palestino-progressistes de jouir d'une victoire à Damour, au sud de Beyrouth, 978 morts. Sur le panneau routier, à l'entrée de la ville, le mot Damour a été recouvert d'une inscription en arabe, Damar, la détruite.
Un cancer ronge Beyrouth. Un cancer fait de ronces, de sycomores et de figuiers sauvages a envahi la zone de démarcation qui sépare les deux communautés en point d'en constituer une frontière naturelle. Ici, on l'appelle la ligne verte. J'aime marcher dans ces rues végétales. Sous mes pieds, le sol est tendre, moussu. Les arbrisseaux poussent leurs branches entre les murs détruits. Dans tout le centre-ville, la chlorophylle triomphe. Sur la terrasse du centre Starco, un jeune palmier a jailli du béton. Et sur les piles inutiles de l'aéroport, l'herbe soulève le bitume. Stimulés par la cocaïne, deux miliciens bondissent au milieu de la place des Canons. Fauchés par une rafale, leur course s'achève, à peine commencée. Le speed, qui raidissait leurs membres et contractait leurs mâchoires, n'était qu'une dérisoire armure cérébrale. Un groupe d'enfants a été touché par l'explosion d'un obus. Sectionnés par les éclats, deux jambes, un bras, un pied et les lambeaux d'une main ont été disposés sur une table métallique à côté de celle où gisent les cadavres. Qui aura le sang-froid de reconstituer ce puzzle ? La silhouette d'un prêtre en soutane noire, son genou gauche appuyé sur les gravats, sa jambe droite repliée vers l'arrière, m'évoque l'image parfaite d'une génuflexion devant l'autel. Soudain, le prêtre lève son arme. Les balles éjectées de son mat 49 hachent la poitrine d'un combattant de l'islam. Une rumeur circule depuis quelques jours. Des enfants auraient été attaqués par les rats à l'intérieur même des abris. Dans la cave humide et jonchée d'ordures où nous avons trouvé refuge, l'angoisse pâlit les visages. Assise près de moi, une jeune femme pousse soudain un cri de terreur. Ma main vint involontairement de frôler la sienne. Sur le pont de la Quarantaine, un sniper a eu les deux jambes criblées d'éclats d'obus. Malmené par ceux qui le maintiennent au sol, il est interrogé par un officier des forces libanaises. Très vite, il avoue la somme qu'il reçoit par victime, $280. À la question de savoir comment ces commanditaires peuvent-ils vérifier le nombre exact de tués qu'ils revendiquent, afin de déterminer son salaire, il répond offusqué. Et mon honneur alors ? Perlin ne viendra pas. De violents combats dans les rues de Beyrouth-Ouest opposent les militants du parti Baas à ceux d'Amal. Une sorte de répétition générale avant la guerre Iran-Irak. Pourtant, ce soir, le vacarme des armes m'apaise. J'écoute Purcell, chanté par le Deller Consort,
et je me branle, les yeux fermés. Oh solitude, my sweet, sweeter choice. Des amis m'écrivent qu'une certaine lassitude s'empare des Français devant cette guerre qui s'éternise. Paris veut un vainqueur, Paris l'exige pour enfin passer à autre chose. Depuis Beyrouth, la France m'emmerde. Beit Meri, dans la montagne libanaise. La large baie de la villa s'ouvre sur la vallée du Nahr Beyrouth. Je pose mon front sur la vitre. J'écoute les pulsations de la nuit, le fracas sourd des explosions dans le lointain. Des éclairs rouge sang fendent l'obscurité. Impossible de rentrer ce soir, c'est trop dangereux, me dit Antoine. Il m'accompagne jusqu'à ma chambre. Temesta, Valium, Rohypnol, Seresta, Tranxène, lequel préférez-vous? Je lui montre ma bouteille de Bourbon. Il a un sourire las. La salle du cinéma Concorde est comble. Au programme, depuis 2 semaines, La guerre du feu, le film de Jean-Jacques Hano. La toute première guerre civile fait recette. Sur l'écran, un homme à la face simiesque se frappe la poitrine de vigoureux coups de poing. Il voudrait impressionner son adversaire, il n'est que ridicule. Une réflexion en arabe fuse parmi les spectateurs. Anna Faransaye, c'est un Français. Un hurlement de rire salue la remarque et je me laisse emporter par ce rire énorme. Une jeune femme implore un milicien. Elle lui dit qu'il a une mère, qu'il a une vie, une femme et des enfants chez lui, qu'il aime et qui l'attendent. Il l'abat d'une balle en plein front. Assis dans des fauteuils en cuir blanc, les convives, en fumant des Monte Cristo de contrebande, évoquent la férocité des frères Baabda. Leurs excès guerriers sont relatés avec un luxe de détails et toutes les personnes présentes s'accordent à condamner une telle démesure. Soudain, la conversation s'interrompt. À la demande générale, la maîtresse de maison allume le téléviseur. Il est 10h30, l'heure à laquelle la première chaîne libanaise retransmet l'école des fans. Jacques Martin reçoit aujourd'hui Frédéric François. Georges, qui connaît par cœur des passages entiers de Proust, de Claudel ou de Mallarmé, nous récite ce soir le début d'un amour de Swann. Au dehors, le bruit triste de la pluie et le crépitement des tirs qui s'abattent sur le quartier de Malarche se confondent dans la nuit. Un milicien des gardiens du Cèdre, la milice chrétienne la plus radicale, l'affirme. Les palmiers sont des arbres musulmans, il faut les abattre.
Je vomis cette bêtise. J'en mesure ici, plus que n'importe où ailleurs, les méfaits meurtriers. Dans la voiture qui nous emmène de l'autre côté, nous ne parlons plus. Le danger entre le barrage syrien et celui contrôlé par les phalangistes, nous le savons, est permanent. Soudain, la vitre du pare-brise arrière éclate et Nawal jure « Mais il nous tire dessus, ce fils de chien !» Dans sa fébrilité, a changé de vitesse, puis a accéléré. Elle dévoile largement une partie de ses cuisses. Il me prend aussitôt une folle envie de la baiser. Trois femmes, au corps lourd, s'embrassent et se caressent devant Émile. Émile, que tous ici surnomment le colonel, fut avant la guerre l'ordonnateur des nuits de Beyrouth. Il masque sa calvitie d'un éternel toc en astracan et fume sans répit des joints aussi volumineux que des cigares. Plusieurs soirs par semaine, Émile paye 2 ou 3 lesbiennes, souvent les mêmes, pour l'aider à jouir. L'une d'elles, Fifine, une Française, est toujours armée. Le cadran de l'horloge de l'église Saint-Jean-Baptiste indique 16h40. Les jambes de l'homme abattu sur le parvis dessinent le même angle que les aiguilles de la pendule. Mais déjà, et de manière imperceptible, cette éphémère harmonie géométrique tend inexorablement à se rompre. Au fil du temps, ma mémoire de Beyrouth s'estompe. Parfois encore, un son, une image que je crois reconnaître, ou une odeur, comme celle âcre et irritante de la poudre. Je me souviens des verts champs de cannabis dans la Bekaa. Aujourd'hui, la plaine est blanche, de la couleur des fleurs de pavot. Et sous le soleil brûlant de mai, des hommes armés regardent pousser l'argent de la guerre. Des occupants d'une voiture pulvérisée par un missile, il ne reste rien. Rien qu'une image épargnée des flammes. La photographie d'un couple enlacé au pied d'un cèdre. Sur l'écorce de l'arbre, une main maladroite a gravé au-dessus de leur tête « No future ».
Merci, 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 merci. Je tenais à remercier Sergio et Khaled, sans lesquels cette lecture n'aurait pu avoir lieu. Cette lecture que je dédie ce soir à la mémoire de Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine, où il y faisait son métier de reporter de guerre. Et j'en profite pour saluer mon amie Anne Niva, ici présente dans la salle, qui elle aussi rentre d'Ukraine pour y faire le même métier. Voilà, je suis très ému de cette... comment dire, sans ces gens qui font ce métier-là, je pense que ce texte, par exemple, n'aurait pas pu exister. Je remercie toutes les équipes de la Maison de la Poésie, et bien sûr Olivier Chaudançon et Arnaud Catherine. Seule petite ombre au tableau, l'absence de mon amie et ma compagne Lydie Salver, retenue 2 jours en Avignon, où elle prépare un spectacle autour de son travail pour cet été. Voilà. Merci. Je profite que Bernard est là et Sergio est là pour raconter une petite histoire. En 91, à la même époque que Bernard a écrit cette recite, à l'époque de la guerre en Irak, en Syrie, moi j'étais prisonnier politique parce qu'on était contre la guerre. Et j'avais l'âge de 19 ans. Maintenant, j'ai l'âge de 50 ans. Et toujours, quand je ferme mes yeux, je vois une porte noire grande qui est ouverte et la lumière entre. En fait, cette porte, il y a beaucoup de monde qui est ouvert pour moi. Parmi ce monde, c'est Bernard Ouallet qui m'a présenté Serge Tessoguet en 2000. Et comme ça, on a fondu Interzone qui a ouvert la porte et pour moi et je suis sorti de la série. Alors je dis merci Bernard, merci Serge Tessoguet.